Mes chères auditrices, aujourd'hui je vais vous révéler quelque chose qui dérange profondément certains de mes collègues psychiatres et psychologues. Quelque chose qu'on préfère taire dans les cabinets par pudeur ou par peur de blesser. Mais moi, Boris Cyrulnik, je n'ai jamais eu peur de la vérité crue. Alors voilà, vos enfants adultes peuvent détruire votre vieillesse. Et non, ce n'est pas de la dramatisation, c'est de la clinique pure. Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez exactement quel mécanisme psychologique transforme l'amour maternel en prison dorée. Abonnez-vous maintenant et dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà ressenti cette culpabilité étrange quand vous dites non à votre fils ou fille de 30, 40 ou 50 ans? Allez, soyez honnête avec vous-même. Laissez-moi commencer par une anecdote clinique qui va peut-être vous faire mal. Jeanne, 68 ans, arrive dans mon cabinet avec des cernes violacées sous les yeux. Elle me parle de son fils de 35 ans qui vit encore chez elle. Temporairement, précise-t-elle avec un sourire fatigué. Temporairement depuis 7 ans. Ce fils ne paie rien, critique sa cuisine, monopolise le salon pour ses jeux vidéo et s'énerve quand elle ose recevoir une amie. Jeanne travaille encore à mi-temps pour l'aider financièrement. Quand je lui demande pourquoi elle tolère cela, elle me répond avec cette phrase que j'ai entendue des centaines de fois. « C'est mon fils, docteur Cyrulnik. Je ne peux pas l'abandonner. Vous voyez, c'est exactement là que le piège se referme. Cette confusion monumentale entre amour et sacrifice total de soi, entre être une bonne mère et être une martyre. Et je vais vous dire quelque chose qui va choquer les bien-pensants. L'attachement sécure n'exige pas que vous vous annihiliez. Jamais. L'amour sain possède des frontières, des limites claires, des exigences réciproques. Sinon, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'hémorragie émotionnelle. Alors, quelle est la première attitude toxique à ne jamais tolérer? L'ingratitude chronique. Attention, je ne parle pas du simple oubli d'un merci de temps en temps. Je parle de cette posture existentielle où votre enfant adulte considère vos efforts comme un dû absolu. Il y a une différence fondamentale entre recevoir de l'aide et exiger un service permanent. Dans le cerveau, cette distinction active des circuits neuronaux complètement différents. L'ingratitude pathologique révèle un biais cognitif massif que nous appelons dans la théorie de l'attachement l'égocentrisme acquis. Votre enfant a appris, souvent parce que vous lui avez enseigné malgré vous, que le monde tourne autour de ses besoins. Marie-Claire, 65 ans, gardait ses 3 petits-enfants 4 jours par semaine gratuitement. Évidemment, sa fille ne la remerciait jamais, trouvait toujours quelque chose à critiquer. « Maman, tu leur donnes trop de sucre. Maman, tu ne les habilles pas assez chaudement. » Un jour, Marie-Claire tombe malade. Rien de grave, une grippe. Elle annule 2 jours de garde. Sa fille l'appelle furieuse. « Tu me mets dans une situation impossible. Comment je vais faire pour mon travail? » Pas un seul, j'espère que tu vas mieux. Juste de la colère face à l'inconvénient. Quand Marie-Claire me raconte cela en pleurant, je lui pose une question simple. Est-ce que vous pensez que votre fille vous considère comme une personne ou comme un service de garde gratuit? Le silence qui suit dure presque 1 minute. Écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas sur cette terre pour être une machine à résoudre les problèmes de vos enfants adultes. Votre valeur ne se mesure pas à votre disponibilité illimitée. Et si quelqu'un dans votre vie ne vous remercie jamais, ne reconnaît jamais vos efforts, dirigez-le vers le recyclage émotionnel. Car l'ingratitude chronique est un poison lent qui détruit votre estime de vous-même millimètre par millimètre. Maintenant, passons à la deuxième attitude destructrice, la manipulation par la culpabilité. Mes chères auditrices, celle-ci est subtile, vicieuse et terriblement efficace. Vos enfants adultes ont eu des décennies pour étudier vos points faibles. Ils savent exactement quel bouton émotionnel presser pour obtenir ce qu'ils veulent. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ceci. Les autres mères font ça pour leurs enfants. Je vais finir à la rue si tu ne m'aides pas. Ces phrases ne sont pas de la communication, c'est du chantage affectif pur et simple. Dans mon cabinet, j'ai suivi Françoise pendant 2 ans. Sa fille de 35 ans utilisait la manipulation comme respiration naturelle. Chaque fois que Françoise osait dire non à une demande d'argent, la fille cessait de lui donner des nouvelles de ses petits-enfants. 3 semaines de silence radio, puis un appel larmoyant. « Maman, les enfants demandent pourquoi mamie ne les aime plus. » Vous imaginez la cruauté de cette stratégie? Utiliser les petits-enfants comme arme psychologique. Françoise cédait à chaque fois, bien sûr,
et à chaque fois elle venait me voir avec cette douleur thoracique caractéristique de l'anxiété massive. Un jour, je lui ai demandé de faire un exercice simple. Prendre une feuille et écrire d'un côté tous les moments où sa fille a appelé sans rien demander, juste pour prendre des nouvelles. De l'autre côté, tous les appels liés à une demande concrète, argent, garde, déménagement, problème à résoudre. Devinez quel côté était vide, le côté gauche complètement blanc. Pas un seul appel gratuit en 6 mois. Quand Françoise a vu cela noir sur blanc, quelque chose s'est fissuré dans son déni. Elle a enfin compris qu'elle n'avait pas une relation avec sa fille. Elle avait une fonction. La manipulation par culpabilité fonctionne parce qu'elle active votre amygdale, cette partie primitive du cerveau qui gère la peur. Votre enfant a appris à transformer votre amour en angoisse, et cette transformation neurochimique est mesurable, quantifiable. Les études en neurosciences affectives montrent que les personnes soumises à une manipulation chronique présentent des taux de cortisol constamment élevés. C'est du stress toxique, littéralement toxique pour vos cellules. Alors comment réagir? D'abord, identifiez la manipulation. Votre enfant fait-il appel à votre amour ou à votre peur? Parle-t-il de ses besoins légitimes ou de vos devoirs supposés? Ensuite, nommez la manipulation à haute voix. Ce que tu me dis là, c'est du chantage affectif et je ne joue plus à ce jeu. Oui, cela va créer un conflit. Oui, il y aura des larmes, peut-être des cris. Mais vous savez quoi? C'est le prix de votre liberté émotionnelle. Se détacher n'est pas un manque d'amour. Comme je dis souvent, se détacher n'est pas cesser d'aimer, c'est cesser de se détruire. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti cette panique quand votre enfant menace de couper les ponts. Cette terreur irrationnelle que nous, neuropsychiatres, appelons l'angoisse d'abandon inversé. Partagez votre expérience. Cela aide d'autres femmes à se sentir moins seules. Troisième attitude toxique, l'irresponsabilité financière permanente. Attention, encore une fois, je ne parle pas d'une aide ponctuelle en cas de coup dur. Un divorce, une perte d'emploi, une maladie, ce sont des crises légitimes où soutenir ses enfants est normal. Non, je parle de ces enfants de 30, 40, 50 ans qui vivent dans une adolescence financière perpétuelle. Ils dépensent sans compter, accumulent les dettes, changent de projet toutes les 6 semaines et devinez qui paie les pots cassés? Vous, toujours vous. Claude, 60 ans, avait financé 4 projets d'entreprise de son fils en 10 ans. Restauration, import-export en ligne et je ne sais plus quoi d'autre. À chaque fois, le fils arrivait avec des yeux brillants et un PowerPoint approximatif. Papa, cette fois c'est la bonne. Dans 6 mois, je te rembourse tout. Claude vida son épargne retraite. 6 mois plus tard, nouveau fiasco, nouvelles excuses et bien sûr, nouvelle idée géniale qui nécessite un nouvel investissement. Quand je demande à Claude pourquoi il continue, il me regarde avec un mélange de honte et de défi. Si je ne l'aide pas, qui le fera? C'est mon fils unique, je ne peux pas le laisser échouer. Et voilà le piège cognitif. Confondre aider avec empêcher les conséquences naturelles de ses choix. Chaque fois que vous sauvez financièrement votre enfant adulte de ses mauvaises décisions, vous lui enseignez une leçon terrible. Il n'a pas à être responsable puisque papa ou maman sera toujours là pour rattraper les dégâts. En psychologie du comportement, nous appelons cela du renforcement négatif. Vous renforcez le comportement irresponsable en supprimant la conséquence désagréable qui devrait l'accompagner. Votre enfant devrait ressentir l'inconfort de ses dettes, la pression de ses mauvais choix, le stress de l'instabilité financière. Ce sont ces émotions négatives qui motivent le changement de comportement. Mais si vous jouez constamment le rôle de filet de sécurité, votre enfant n'apprendra jamais à voler. Pire, il apprendra à tomber en comptant sur vous. Et puis, soyons cruellement honnêtes une seconde, que se passera-t-il quand vous ne serez plus là? Quand vous aurez 80 ans et que votre épargne sera épuisée? Quand vous serez décédé? Votre enfant irresponsable se retrouvera dans le monde réel, sans préparation, sans compétences, sans ressources. Vous pensez lui rendre service en le protégeant, mais en réalité, vous lui préparez une catastrophe différée. Sylvie, patiente de longue date, a trouvé la force de dire non après 15 ans de saignée financière. Son fils de 38 ans vivait chez elle, ne travaillait pas, dépensait son argent en objets de collection et restaurants. Un jour, après une énième dispute où il lui a reproché de ne pas le soutenir dans sa passion, elle a pris une décision radicale. Elle lui a donné 3 mois pour trouver un emploi et un logement. 3 mois, pas un jour de plus. Son fils a hurlé qu'elle était la pire mère du monde, qu'elle l'abandonnait, qu'elle allait le retrouver mort quelque part.
du chantage émotionnel de haute voltige. Sylvie a tenu bon malgré les nuits d'insomnie et les crises d'angoisse. Devinez quoi? 2 mois et demi plus tard, son fils avait trouvé un travail en intérim et une colocation. Pas le job de ses rêves, pas l'appartement idéal, mais de la vraie autonomie. 6 mois après, il la remerciait. « Maman, je ne te l'ai jamais dit, mais tu avais raison, j'avais besoin de ce coup de pied aux fesses. Toutes les histoires ne finissent pas aussi bien, je ne vais pas vous mentir. Mais ce qui est sûr, c'est que continuer à financer l'irresponsabilité ne finit jamais bien. Alors, posez-vous cette question. Combien d'argent avez-vous donné à vos enfants adultes ces 5 dernières années? Faites le calcul précis. Additionnez les petits prêts jamais remboursés, les loyers payés, les factures épongées, les cadeaux financiers déguisés. Puis imaginez cet argent sur un compte d'épargne avec des intérêts. Imaginez les voyages que vous auriez pu faire, les loisirs que vous vous êtes refusés, la sécurité que vous auriez pu vous offrir. Cet exercice est douloureux, je sais, mais nécessaire. 4e attitude intolérable, le mépris et l'agressivité verbale. Celle-ci me met particulièrement en colère, je l'avoue. Ces enfants adultes qui parlent à leurs parents comme à des subalternes, qui haussent le ton, qui insultent, qui rabaissent. J'ai eu une patiente, Geneviève, dont le fils de 40 ans l'appelait régulièrement « vieille conne », quand elle ne faisait pas exactement ce qu'il voulait. Un adulte avec ses propres enfants qui traite sa mère de 60 ans avec un mépris absolu. Quand je lui ai demandé pourquoi elle tolérait cela, Geneviève m'a donné cette réponse qui me hante encore. Il est stressé, vous comprenez? Il a beaucoup de pression au travail. Vous voyez la contorsion mentale. Elle trouvait des excuses à son agresseur. Elle transformait sa propre humiliation en compréhension empathique. C'est ce que nous appelons un déni de la réalité lié au trouble de l'attachement. Votre cerveau ne peut pas accepter que votre propre enfant vous maltraite, alors il réécrit la réalité pour la rendre supportable. Mais écoutez-moi attentivement. Aucun niveau de stress, aucune pression professionnelle, aucune difficulté personnelle ne justifie jamais le mépris verbal. Jamais. Si votre fils ou votre fille lève la voix sur vous, s'il vous insulte, s'il vous parle avec dédain, vous avez non seulement le droit, mais le devoir moral de poser une limite immédiate et non négociable. Tu me parles avec respect ou tu sors de ma maison. Tu me traites avec décence ou nous ne nous voyons plus. Ces phrases vous semblent dures. Elles ne le sont pas. Elles sont saines. J'ai travaillé avec Martine pendant 8 mois sur ce problème précis. Sa fille avait pris l'habitude de lui raccrocher au nez dès que la conversation ne lui plaisait pas, de lui envoyer des messages agressifs à 3 heures du matin, de critiquer son physique, ses choix vestimentaires, son appartement. Martine encaissait tout en silence, terrifiée à l'idée de perdre le contact avec ses petits-enfants. Un jour, je lui ai fait faire un exercice de visualisation. Imaginez que quelqu'un d'autre parle à votre meilleur ami comme votre fille vous parle. Que lui diriez-vous de faire? Martine a répondu immédiatement. Je lui dirais de couper les ponts avec cette personne toxique. Bingo. Double standard cognitif massif. Nous acceptons de la part de notre famille ce que nous ne tolérerions jamais de la part d'un étranger. Pourquoi? Parce que nous avons cette croyance irrationnelle que la famille donne droit à tous les abus, que le sang autorise le mépris. C'est faux, complètement faux. La famille devrait être le lieu du respect maximal, pas du laisser-aller émotionnel. La neuroscience nous apprend quelque chose de fascinant. Le cerveau traite l'agression verbale de la part d'un proche de la même manière que la douleur physique. Votre cortex singulaire antérieur s'active, celui qui gère aussi bien la douleur émotionnelle que physique. Quand votre enfant vous insulte, votre cerveau enregistre littéralement cela comme un coup. Et les coups répétés créent des traumatismes. Vous méritez mieux. Point final. 5e comportement toxique, l'envahissement total de votre espace et de votre temps. Ces enfants adultes qui débarquent chez vous sans prévenir, qui fouillent dans votre frigo comme s'ils étaient chez eux, qui monopolisent votre télévision, qui dorment dans votre canapé des semaines entières, qui interrompent constamment vos activités pour leurs urgences. Ils n'ont aucun respect pour votre intimité, pour votre autonomie, pour votre vie indépendante. Hélène, 62 ans, ne pouvait jamais planifier un week-end tranquille. Sa fille et ses 2 petits-enfants débarquaient à l'improviste presque tous les samedis. Surprise, on vient passer la journée. Hélène devait annuler ses projets, préparer un repas pour 4,
divertir les enfants pendant que sa fille se prélassait sur le canapé en regardant son téléphone. Quand Hélène a osé dire une fois qu'elle avait prévu autre chose, sa fille a boudé pendant 3 semaines. La punition émotionnelle classique. Dans l'étude des résiliences et des relations, nous travaillons beaucoup sur ce concept de frontière saine. Une frontière n'est pas un mur, ce n'est pas du rejet. Une frontière est une membrane qui laisse passer l'amour, mais filtre le toxique. Elle permet les échanges positifs tout en bloquant les intrusions négatives. Sans frontières, vous n'êtes plus une personne, vous devenez une extension de votre enfant, un territoire conquis et occupé. J'ai expliqué à Hélène qu'elle devait reprendre possession de son espace et de son temps. Concrètement, imposer que les visites soient annoncées au moins 24 heures à l'avance. Réserver certains jours uniquement pour elle, non négociables. Apprendre à dire non. Ce n'est pas possible ce week-end sans justification excessive. Parce que voilà un secret de psychiatre, vous n'avez pas à justifier vos refus. Non est une phrase complète. Les premières semaines ont été difficiles. Reproches, bouderies, accusations de devenir égoïste. Mais après 2 mois, la dynamique avait changé. Sa fille appelait avant de venir. Elle proposait même d'amener le repas. Parfois, les visites étaient redevenues des moments agréables, plutôt que des invasions épuisantes. Hélène avait récupéré sa vie et devinez quoi? Sa relation avec sa fille s'était améliorée parce que le ressentiment silencieux avait disparu. Voici un micro-exercice que je vous propose. Cette semaine, bloquez dans votre agenda 2 créneaux de 2 heures uniquement pour vous. Notez-les comme vous noteriez un rendez-vous médical important. Puis, défendez ces créneaux contre toute intrusion. Si votre enfant appelle avec une demande pendant ces heures, vous répondez « Je suis occupé, je te rappelle plus tard ». Et vous le faites vraiment. Cela paraît simple, mais pour beaucoup d'entre vous, ce sera révolutionnaire parce que vous réapprendrez qu'être occupé n'est pas un luxe coupable, c'est un droit fondamental. 6e et dernière attitude destructrice, le refus total de toute remise en question. Ces enfants adultes qui ne reconnaissent jamais leur tort, qui ne s'excusent jamais sincèrement, qui retournent systématiquement la faute sur vous. Si tu ne m'avais pas énervé, je n'aurais pas crié. C'est à cause de ton éducation que je suis comme ça. Tu exagères toujours, maman. Cette incapacité pathologique à l'introspection et à la responsabilité personnelle. Thérèse a vécu cela pendant 20 ans avec son fils. Chaque conflit suivait le même schéma. Le fils faisait quelque chose de blessant. Thérèse exprimait sa douleur et le fils contre-attaquait en listant toutes les erreurs d'éducation. Tu ne m'as jamais compris. Tu préférais toujours ma sœur. Tu travaillais trop quand j'étais petit. Il transformait systématiquement sa propre responsabilité en accusation parentale. Et Thérèse, rongée de culpabilité, finissait par s'excuser pour avoir osé se plaindre. Cette inversion de culpabilité est très sophistiquée. C'est un mécanisme de défense psychologique. Votre enfant ne peut pas supporter l'inconfort de reconnaître ses erreurs. Alors, il déplace cette charge émotionnelle sur vous. Dans son récit mental, il n'est jamais l'agent du problème, toujours la victime des circonstances ou de votre parentalité imparfaite. Cette posture est émotionnellement confortable pour lui et désastreuse pour vous. La vérité brutale que je dois vous dire, oui, vous avez probablement fait des erreurs d'éducation. Tous les parents en font. Vous avez peut-être été trop stricte ou trop laxiste, trop présente ou trop absente. Mais vous savez quoi? Ces erreurs ne donnent pas à votre enfant adulte un chèque en blanc pour vous maltraiter. Aujourd'hui, votre fils de 40 ans ne peut pas justifier son agressivité actuelle par le fait que vous avez oublié son spectacle de fin d'année quand il avait 8 ans. Ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai dit à Thérèse quelque chose qui l'a profondément secouée. À un moment donné, vos enfants doivent faire le deuil de leurs parents parfaits, parce que les parents parfaits n'existent pas. Et tant qu'ils n'auront pas fait ce deuil, ils utiliseront vos imperfections passées comme excuse pour leur dysfonctionnement présent. Votre travail n'est pas de vous flageller éternellement, c'est de refuser cette manipulation temporelle. Concrètement, comment répondre? Quand votre enfant déterre le passé pour éviter de parler du présent, vous ramenez la conversation au sujet actuel. Nous pouvons discuter de mon éducation une autre fois si tu veux, mais maintenant nous parlons du fait que tu m'as insulté hier. Reconnais-tu que c'était inacceptable? Si votre enfant refuse de répondre et continue ses accusations, vous terminez la conversation. Je ne vais pas me défendre sur 30 ans de parentalité pour éviter que tu assumes tes actions d'aujourd'hui. Appelle-moi quand tu seras prêt à avoir une conversation d'adulte à adulte.
Dur? Oui. Nécessaire? Absolument. Parce qu'une relation entre adultes exige la réciprocité. Votre enfant doit accepter que vous êtes un être humain imparfait qui a fait de son mieux. Et si ce mieux était insuffisant, eh bien c'est malheureusement l'héritage de nombreuses personnes. Mais cet héritage ne les condamne pas à rester bloqués émotionnellement à l'âge de 7 ans. J'ai accompagné un homme, Daniel, dont la fille de 33 ans lui reprochait constamment son divorce d'avec sa mère 25 ans plus tôt. Chaque visite, chaque appel téléphonique, elle trouvait moyen de ramener ce sujet. « Papa, si tu n'avais pas quitté maman, ma vie aurait été différente. » Daniel se sentait écrasé par cette culpabilité perpétuelle. Un jour, je lui ai fait écrire une lettre qu'il n'a jamais envoyée, mais qu'il a libérée. Elle disait essentiellement « Oui, j'ai divorcé, c'était douloureux pour toi, mais j'avais le droit de chercher mon propre bonheur. Je ne suis pas responsable de tous tes problèmes d'adulte. À un moment, tu dois construire ta vie à partir de ce qui est, pas de ce qui aurait pu être. » Mes chères auditrices, comprenez bien ceci. L'attachement sécure ne signifie pas absence d'amour. Cela signifie amour avec lucidité, avec frontières, avec respect mutuel. Quand je parle d'attachement sécure, je ne parle pas de froideur calculatrice. Je parle d'un amour qui vous préserve autant qu'il soutient l'autre. Un amour qui ne se sacrifie pas inutilement. Un amour qui reconnaît que pour donner, il faut d'abord avoir quelque chose à donner. Vous savez ce qui me frappe le plus dans ma pratique clinique? La fréquence à laquelle les parents, surtout les mères, acceptent d'être traités d'une manière qu'elles ne toléreraient de personne d'autre. Une collègue de travail vous insulte, vous portez plainte. Un conjoint vous manipule, vous envisagez le divorce. Un ami abuse de votre générosité, vous coupez les ponts. Mais un enfant adulte fait exactement les mêmes choses et vous trouvez des excuses, vous minimisez, vous attendez l'ajustement. Pourquoi cette différence? Parce que nous avons intériorisé ce mythe culturel toxique selon lequel l'amour parental est inconditionnel et illimité. Que peu importe ce que fait votre enfant, vous devez toujours pardonner, toujours accepter, toujours donner. Ce mythe détruit des vies. L'amour parental devrait être profond, durable, engagé, oui, mais pas aveugle, pas autodestructeur, pas sans réciprocité aucune. J'ai une patiente, Louise, qui m'a dit un jour une phrase magnifique. « Docteur Cyrulnik, j'ai compris que je confondais être une bonne mère avec être un paillasson. J'ai passé 30 ans à m'aplatir pour que mes enfants marchent sur quelque chose de confortable. Mais maintenant, je suis tellement écrasé qu'il ne reste plus rien de moi. Cette image m'a profondément marqué. Combien de femmes sont devenues des paillassons? Combien ont été si piétinées qu'elles ne savent même plus qui elles étaient avant? La neuroplasticité nous enseigne que le cerveau peut changer à tout âge. Vous pouvez, même à 65 ans, recabler vos circuits neuronaux pour apprendre à dire non, à poser des limites, à vous respecter. Ce n'est pas facile. Cela demande de la pratique répétée, mais c'est possible. Chaque fois que vous posez une frontière saine, même si cela crée un inconfort immédiat, vous renforcez les connexions neuronales qui soutiennent l'affirmation de soi. Vous enseignez à votre cerveau une nouvelle façon d'être. Parlons maintenant de quelque chose que personne ne vous dira franchement. Certains parents doivent accepter de perdre temporairement, voire définitivement, la relation avec leur enfant adulte toxique. Je sais, cette idée est terrifiante. Elle va contre tout ce qu'on vous a enseigné. Mais parfois, la seule façon de préserver votre santé mentale, voire physique, est de prendre distance. Et non, cela ne fait pas de vous une mauvaise mère. Cela fait de vous une personne qui refuse de mourir à petit feu. Bernard, 60 ans, a coupé les ponts avec son fils pendant 2 ans. Son fils, alcoolique, refusait tout traitement et devenait violent lors de ses visites. Il avait déjà cassé 2 portes et poussé Bernard lors d'une dispute. Bernard vivait dans la terreur permanente des prochaines visites. Un jour, après que son fils l'ait menacé physiquement, il a changé les serrures. Il a envoyé une lettre recommandée. « Je t'aime, mais je ne te verrai plus tant que tu n'auras pas entamé un suivi thérapeutique sérieux pour ton alcoolisme. Cette décision n'est pas négociable. » Les 10 premiers mois ont été un enfer pour Bernard. Culpabilité déchirante, nuit d'insomnie, rumination. Mais progressivement, quelque chose d'étrange s'est produit. Il a recommencé à dormir normalement. Son hypertension s'est stabilisée. Il a pu sortir avec des amis sans cette anxiété permanente. Un jour, il m'a dit « Je me sens coupable d'aller mieux.
alors que mon fils va mal. Et je lui ai répondu, Bernard, le fait que votre fils se noie ne vous oblige pas à vous noyer avec lui. 2 ans plus tard, le fils a contacté Bernard. Il suivait un programme de désintoxication depuis 6 mois. Sobre, calme, il a présenté des excuses sincères. Aujourd'hui, 3 ans après, la relation est saine. Elle n'est pas parfaite, mais elle est fonctionnelle. Et Bernard sait maintenant qu'il ne tolérera plus jamais la violence, quelle que soit sa source. Toutes les histoires ne se terminent pas aussi bien. Je le répète, certains enfants ne changent jamais. Certains parents doivent accepter un deuil du vivant, le deuil de la relation qu'ils espéraient avoir. C'est atrocement douloureux. Mais vous savez ce qui est encore plus douloureux? Passer vos 20 dernières années dans une relation toxique qui vous vide de toute joie, de toute énergie, de toute envie de vivre. Permettez-moi de vous poser quelques questions difficiles. Répondez-y honnêtement pour vous-même. Quand vous pensez à voir votre enfant adulte, ressentez-vous de l'excitation ou de l'appréhension? Après vos interactions avec lui, vous sentez-vous ressourcé ou épuisé? Parlez-vous librement de vos propres besoins ou vous censurez-vous constamment pour éviter les conflits? Avez-vous l'impression que votre enfant vous voit comme une personne entière ou comme un distributeur automatique de services et d'argent? Si vos réponses penchent vers l'épuisement, c'est une alerte. Si vous vous reconnaissez dans la censure et le distributeur, vous êtes dans une dynamique toxique, point final. Et cette dynamique ne s'améliorera pas toute seule. Elle ne s'améliorera pas avec le temps. Elle ne s'améliorera pas si vous êtes encore plus gentille ou encore plus compréhensive. Elle ne changera que si vous imposez activement et fermement le changement. Comment faire concrètement? D'abord, identifiez précisément quel comportement vous ne tolérerez plus. Soyez spécifique. Je ne tolérerai plus les insultes. Je ne tolérerai plus les visites non annoncées. Je ne tolérerai plus les demandes d'argent sans plan de remboursement. Ensuite, communiquez ces limites clairement à votre enfant, de préférence par écrit pour éviter les malentendus. À partir de maintenant, voici mes nouvelles règles pour notre relation. Puis, et c'est le plus difficile, appliquez les conséquences. Immédiatement et systématiquement quand les limites sont franchies. Si vous dites « plus d'insultes, sinon je raccroche » et que votre enfant vous insulte, vous raccrochez immédiatement. Pas après avoir essayé de calmer la situation, pas après avoir expliqué pourquoi ce n'est pas bien. Vous raccrochez. L'action doit suivre immédiatement la transgression. Au début, vos enfants testeront vos limites, c'est garanti. Ils escaladeront même leur comportement pour voir si vous allez craquer. C'est ce que nous appelons une crise d'extinction en psychologie du comportement. Quand un comportement qui était toujours récompensé cesse de l'être, il y a une intensification temporaire avant la diminution. Votre enfant va peut-être devenir encore plus agressif, plus manipulateur, plus présent pendant quelques semaines. C'est le moment critique où beaucoup de parents cèdent. Ne cédez pas, tenez bon. Parce que si vous cédez pendant cette crise d'extinction, vous enseignez à votre enfant une leçon terrible. Si je suis suffisamment horrible, maman finira par céder et la prochaine fois, il sera encore plus horrible, encore plus longtemps. Traversez cette tempête pour atteindre le calme. Une dernière chose sur laquelle je veux insister, vous n'êtes pas seul. Des millions de parents vivent exactement ce que vous vivez. La honte et la culpabilité vous font croire que vous êtes l'exception, la mauvaise mère, celle qui a échoué. Mais dans ma pratique, je vois défiler quotidiennement des femmes formidables. Des femmes intelligentes, aimantes, dévouées, qui ont été transformées en fantômes d'elles-mêmes par des enfants adultes toxiques. Cette épidémie silencieuse a plusieurs causes sociales. D'abord, nous avons créé une génération où l'enfant est devenu le centre absolu de la famille. Pendant des décennies, on vous a répété que vos besoins devaient passer après ceux de vos enfants. Toujours. Cette idéologie a produit des adultes qui considèrent leurs parents comme des ressources infinies et non comme des personnes avec leurs propres limites. Ensuite, la société a étiré l'adolescence. Nos sociétés occidentales l'ont étirée jusqu'à des âges absurdes. Il y a 100 ans, on était adulte à 16 ans. Aujourd'hui, certains restent dans une dépendance infantile à 40 ans. Logement étudiant prolongé, précarité économique, retard du mariage et de la parentalité. Tout cela contribue à cette adolescence interminable. Et pendant ce temps, qui supporte le coût émotionnel et financier? Vous. Enfin, la culture psychologique elle-même a parfois joué un rôle pervers. Encourageant les gens à travailler sur leurs blessures d'enfance,
Nous avons créé une génération qui fouille obsessionnellement son passé, pour y trouver des explications à tous leurs malheurs présents. Et qui trouvent-ils comme coupables parfaits? Leurs parents, évidemment. Je ne dis pas que l'introspection est mauvaise, bien au contraire. Mais l'introspection sans responsabilité personnelle devient de la complaisance victimaire. Regardez les réseaux sociaux. Des comptes entiers sont dédiés aux parents toxiques, aux mères narcissiques, aux traumas parentaux. Certains de ces contenus sont légitimes. Ils aident des gens qui ont vraiment subi des abus graves. Mais beaucoup d'autres encouragent une posture inadaptée, où le moindre défaut parental est pathologisé, où la moindre frustration d'enfance devient un trauma, où les parents sont présumés coupables par défaut. Alors oui, mes chères auditrices, le contexte social ne vous aide pas, mais cela ne signifie pas que vous êtes impuissante. Au contraire, parce que si le problème est culturel et systémique, la solution commence individuellement. Elle commence avec vous aujourd'hui, maintenant, en décidant que vous ne jouerez plus ce rôle de martyr. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Isabelle, 70 ans. Quand elle est venue me voir, elle pesait 40 kilos. Une anorexie développée sur fond de stress chronique, liée à ses 2 fils adultes, qui la vampirisaient émotionnellement et financièrement. Elle vivait avec 1 200 € par mois de retraite et continuait à donner 300 € mensuels à ses fils. Elle ne mangeait qu'1 repas par jour pour économiser. Elle dormait 4 heures par nuit à cause de l'anxiété. Elle était en train de mourir littéralement de son amour maternel mal placé. Le travail a duré 1 an. Douloureux, exténuant, plein de rechutes et de crises. Mais Isabelle a appris à couper le robinet financier, à ignorer les reproches. Elle a appris à se nourrir correctement, à dormir, à exister en dehors de sa fonction maternelle. Aujourd'hui, elle pèse 55 kilos, dort 7 heures par nuit et voyage 3 fois par an avec son groupe de randonnée. De ses fils, l'un a coupé les ponts, trop furieux de ne plus pouvoir l'exploiter. L'autre a finalement compris et reconstruit une relation respectueuse. Quand je lui ai demandé récemment comment elle allait, Isabelle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur Cyrulnik, j'ai 71 ans maintenant. Pendant 40 ans, j'ai vécu pour mes enfants. Ces 20 dernières années que je pourrais peut-être avoir, je vais les vivre pour moi. Et si ça fait de moi une mauvaise mère, tant pis. Je préfère être une mauvaise mère vivante qu'une bonne mère morte. » Voilà, c'est exactement ça. Cette lucidité brutale que j'essaie de transmettre à tous. Vous n'avez pas une réserve infinie d'années devant vous. Votre énergie n'est pas illimitée. Votre santé n'est pas garantie. Chaque jour passé dans une relation toxique, même avec votre propre enfant, est un jour de vie perdu définitivement, irrémédiablement. Alors, je vais vous donner un dernier exercice, le plus important de tous. Ce soir, avant de vous coucher, prenez un papier, un stylo. Écrivez en haut. Si j'avais 1 an à vivre, qu'est-ce que je changerais dans ma relation avec mes enfants? Puis, écrivez votre réponse honnêtement, sans censure. Ne la montrez à personne. C'est entre vous et vous. Puis posez-vous cette question. Pourquoi attendre d'avoir 1 an à vivre pour faire ces changements? Qu'est-ce qui vous retient vraiment? La peur, la culpabilité, le qu'en dira-t-on? Notez ces obstacles, regardez-les en face et demandez-vous s'ils valent le prix que vous payez aujourd'hui. Une étude fascinante a suivi des centenaires et leur a demandé leurs plus grands regrets. Vous savez ce qui revenait constamment? Pas « j'aurais dû travailler plus » ou « j'aurais dû gagner plus d'argent ». Non, c'était « j'aurais dû avoir le courage de vivre ma propre vie », plutôt que celle que les autres attendèrent de moi. J'aurais dû exprimer mes besoins, j'aurais dû dire non plus souvent. Ne laissez pas cela devenir votre regret dans 20 ans. Je sais que certaines d'entre vous pensent en ce moment. Mais, docteur Cyrulnik, vous ne comprenez pas. Ma situation est différente. Et vous avez raison. Chaque situation est unique. Il y a des nuances, des complexités, des facteurs atténuants. Peut-être que votre enfant souffre vraiment d'une maladie mentale qui nécessite votre soutien. Peut-être qu'il traverse une crise temporaire légitime et douloureuse. Peut-être que les circonstances économiques actuelles rendent l'autonomie objectivement plus difficile. Mais voici la question clé. Soutien ou sacrifice? Aidez-vous temporairement quelqu'un à traverser une tempête ou vous noyez-vous dans un océan qui n'en finit pas? La différence est vitale. Si votre soutien a une fin prévue, des conditions claires et maintient votre propre intégrité, ce n'est pas toxique. Mais si votre sacrifice n'a pas de limite de temps, pas de réciprocité et détruit votre qualité de vie, c'est toxique. La différence est nette.
Permettez-moi de clore avec une métaphore. Imaginez que vous êtes dans un avion qui perd de l'altitude. Les masques à oxygène tombent. Vous voyagez avec votre enfant adulte. À qui mettez-vous le masque en premier? Vous ou votre enfant? La réponse évidente est vous-même, parce que si vous perdez conscience, vous ne pourrez aider personne. Cette règle de sécurité aérienne est aussi une règle de vie en matière de résilience. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Si vous êtes épuisé, appauvri, déprimé, anxieuse, quelle qualité de relation pouvez-vous offrir? En vous préservant, en posant des limites saines, c'est différent. En refusant les attitudes toxiques, vous ne trahissez pas l'amour maternel, vous le purifiez. Vous enlevez les parasites pour ne garder que l'essentiel. Et cet amour essentiel, débarrassé du sacrifice inutile et de la culpabilité pathologique, est infiniment plus nourrissant pour tout le monde. Votre relation avec vos enfants adultes devrait être une source de joie, pas de souffrance. Elle devrait enrichir votre vieillesse, pas la détruire. Elle devrait être réciproque, respectueuse, équilibrée. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer cela. Pas de changer vos enfants. Eux seuls peuvent décider de changer. Mais vous avez le pouvoir absolu de changer votre propre comportement, vos propres limites, vos propres attentes. Refuser des comportements toxiques n'est pas cesser d'aimer, c'est cesser de permettre que l'amour soit utilisé comme arme contre vous. C'est protéger cet amour des perversions qui le transforment en servitude. C'est maintenir la possibilité d'une vraie relation future en refusant une fausse relation présente. Mes chères auditrices, vous êtes arrivées à la fin de ce parcours difficile. Je sais que certaines choses que j'ai dites blessent. Elles vous ont dérangé, peut-être même choqué. C'était nécessaire parce que la vérité clinique n'est pas toujours confortable, mais elle est libératrice et vous méritez cette libération. Alors, voici le défi que je vous lance pour cette semaine, pour ce mois, pour cette année. Identifiez une seule attitude toxique que vous ne tolérerez plus, une seule pour commencer. Puis communiquez fermement cette nouvelle limite à votre enfant concerné et tenez bon face aux inévitables résistances. Considérez cela comme un entraînement. Le premier non est le plus difficile. Le 10e devient plus facile. Le 100e devient naturel. Abonnez-vous à cette chaîne si ce message vous a parlé. Partagez cette vidéo avec d'autres femmes de votre âge qui traversent les mêmes difficultés. Dites-leur qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas folles, qu'elles méritent le respect et la dignité dans toutes leurs relations, même familiales. Laissez un commentaire décrivant quelle attitude toxique vous allez cesser de tolérer. Cela vous aidera à solidifier votre engagement envers vous-même. N'oubliez pas une chose fondamentale. Vous n'êtes pas sur cette terre uniquement pour servir vos enfants. Vous êtes un être humain à part entière avec vos propres besoins, vos propres rêves, votre propre droit au bonheur. Vos enfants adultes ont eu leur enfance. C'est terminé. Maintenant, vous avez droit à votre vieillesse. Une vieillesse digne, paisible, respectée. Ne laissez personne vous voler cela. Je termine avec les mots que je répète à toutes mes patientes dans cette situation. L'amour maternel est la plus belle chose au monde quand il est sain, mais quand il devient pathologique, il détruit. Il détruit tout ce qu'il touche. Vous avez aimé vos enfants depuis leur naissance. Il est temps maintenant de vous aimer vous-même avec la même intensité, parce que vous aussi vous méritez d'être aimé. Vous aussi vous méritez d'être respecté. Vous aussi vous comptez. Prenez soin de vous. Mes chères auditrices, prenez vraiment soin de vous. Pas après avoir pris soin de tout le monde, pas quand vous aurez le temps, maintenant, aujourd'hui. 7 minutes de réflexion valent amplement une vie sauvée. À très bientôt pour une prochaine discussion sur l'attachement et la résilience. Je suis Boris Cyrulnik et je vous remercie de votre écoute et de votre courage.